Oui, Madame la ministre, Madame la rapporteure, en effet, c'était un texte attendu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la montagne, je dis la montagne parce qu'il y a eu des mots posés, et des mots positifs, notamment par vous, Madame la ministre, au moment du mouvement formidable de libération de la parole qui a constitué le mouvement MeToo. Au-delà des mots, ce qui était attendu, c'est des moyens et une loi qui permettent de répondre aux besoins des victimes aujourd'hui. Donc la montagne aujourd'hui, me semble-t-il, a accouché d'une toute petite souris qui ne répond pas aux besoins des victimes. Et de notre point de vue, seule une loi cadre, c'est-à-dire une loi avec des moyens associés, aurait pu permettre d'accompagner ce mouvement et de faire en sorte que les pouvoirs publics prennent à bras-le-corps les réponses pour que les victimes puissent être accompagnées, que la justice puisse se dérouler dans notre pays. Accroître les sanctions, c'est un peu l'objet de ces 4 articles, peut-être bienvenu, j'y reviendrai, mais le problème majeur, c'est que la loi qui est au fond déjà assez sévère n'est aujourd'hui pas appliquée. Elle n'est pas appliquée puisqu'on sait que moins de 9% des victimes portent plainte, que seul 1% des viols débouchent sur une condamnation, et vous l'avez dit, je vous écoute, Madame la Ministre, 70% des plaintes sont classées sans suite, 80% des procédures sont mal vécues par les victimes, et je peux vous dire que les témoignages d'ailleurs qui ont été recensés il y a pas très longtemps, les fameux 500 témoignages dans les commissariats, bon, ça fait franchement froid dans le dos. Les conditions ne sont pas aujourd'hui correctes pour accueillir la parole des femmes devant les commissariats de police et ensuite devant la justice. Et qu'on le sait, 60% des plaintes sont aujourd'hui refusées ou découragées. Et je pense en particulier à des plaintes pour violences conjugales, où sans doute vous aussi, dans vos circonscriptions, vous avez des témoignages de femmes. C'est vraiment à pleurer, c'est-à-dire qu'on a un problème de formation et de première étape avant d'atteindre l'étape supérieure. Donc, il faut prendre la mesure des besoins et situer correctement le problème. Or, dans l'exposé des motifs, qui est un exposé des motifs que je trouve pour ma part assez indigent, parce qu'il ne prend absolument pas la mesure de l'ampleur sociale, historique, politique du viol. Les violences sexistes et sexuelles, elles n'arrivent pas de nulle part, elles s'inscrivent dans un processus de rapport de domination et elles constituent, au fond, l'acte ultime, une sorte de point d'orgue, de la domination masculine dans l'ensemble de la société. Et quand je disais indigent, Madame la Ministre, je suis étonnée que vous ayez laissé passer, par exemple, le terme d'abus sexuel. Je crois qu'on est arrivé à une étape supérieure et dans un exposé des motifs aujourd'hui sur les violences sexuelles, on peut estimer qu'on n'abuse pas, on agresse. Et les mots sont, de ce point de vue, très importants, y compris pour la reconstitution vivante des femmes victimes. Donc prendre le problème à la racine, et c'est pourquoi nous voulions une loi cadre, comme d'ailleurs les Espagnols l'ont fait en 2004, c'est considérer qu'il y a des enjeux éducatifs et que donc l'école, l'éducation contre les stéréotypes sexistes doit être pris en charge par les pouvoirs publics et ce, dès la prime enfance, que la question des inégalités professionnelles, de la précarité dans laquelle se trouvent les femmes est également un sujet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut lutter contre le harcèlement sexuel qui se passe quand même pour beaucoup au travail et qu'on supprime les CHSCT, alors qu'on sait que les CHSCT sont un des lieux premiers dans lesquels les femmes peuvent pouvoir s'exprimer, c'est un problème, que la question de la traite des êtres humains, des mariages forcés, des mutilations sexuelles sont littéralement absentes de ce texte, qu'il y a évidemment des enjeux majeurs qui concernent les espaces médiatiques, la publicité, l'espace public en règle générale, sur ce qu'il y a d'énonciations sexistes banalisées, quotidiens, qui participent aussi de l'intériorisation des rôles féminins passifs, masculins actifs, les femmes, le corps des femmes étant considéré comme un objet. Donc tout cela est malheureusement absent de ce texte, et ce qui ne permet pas d'agir sur la prévention des violences sexistes et sexuelles, ce qui est quand même le point, à mon avis, majeur. Ensuite, là je parlais en amont, mais il y a aussi en aval, je suis très étonnée qu'il n'y ait strictement rien sur le traitement des violeurs. C'est-à-dire qu'une fois que les violeurs sont en prison, peut-on enfin s'intéresser à la façon dont ils sont traités. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas du tout que c'est simple, mais je dis au moins que nous devrions chercher des méthodes, parce qu'il existe quand même
toute une série de cas d'hommes qui passent par la case prison et qui ressortent malheureusement en étant toujours des violeurs parce que ces cas ne sont pas traités. Et je crois qu'il faut mettre le paquet sur la question du traitement des violeurs. Et enfin, la question des moyens. Je parlais de loi cadre, parce que s'il n'y a pas de moyens, je ne vois pas comment on accompagne les femmes victimes. Des moyens, c'est, comme cela a été dit notamment par ma collègue Marietta, c'est par exemple former la police, vous en avez dit 2 mots tout à l'heure, former la police et la justice, mais ce sont aussi les associations qui travaillent sur ce terrain, et on l'a vu avec la VFT, l'association pour les femmes victimes de violences au travail, qu'au moment du mouvement MeToo, la permanence téléphonique a juste explosé, ce qui est une excellente nouvelle. Le problème, c'est que si les associations qui visent à accompagner ces femmes ne peuvent plus répondre au téléphone parce qu'elles n'ont pas suffisamment de personnel, vous voyez bien que les pouvoirs publics passent à côté de leur mission de réponse concrète à cette libération de la parole. Or, vous le savez, Madame la Ministre, et voilà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. En France, je fais une comparaison avec l'Espagne, qui n'est pas un pays dont les budgets publics sont particulièrement plus fringants qu'en France. Mais en tout cas, en Espagne, on a 0,54 € dépensés contre les violences faites aux femmes par habitant. En France, c'est 0,33. Alors, j'ai bien entendu les 4 millions plus les 1 million que vous allez mettre sur la table. Enfin, vous voyez, je ne vois pas comment on augmente la part qui va être concrètement mis au service de la lutte contre les violences faites aux femmes. Votre budget, Madame la Ministre, est de 0,0066% du budget de la France. Je pense que pour une grande cause nationale, on devrait là aussi pouvoir faire mieux. J'en viens aux 4 articles et je serai... Merci de conclure, Madame Autain, s'il vous plaît. Je conclus très très brièvement sur les 4 articles, mais d'une certaine manière, les 4 articles... 5 minutes par orateur. Pardonnez-moi. Alors, je veux juste dire que sur les 4 articles, il y a des parties avec lesquelles nous sommes d'accord, comme par exemple l'extension du délai pour le dépôt de plainte. Il y a des manques qui nous paraissent assez graves, notamment de vocabulaire. Il nous semble que le consentement doit entrer dans le droit et que l'outrage devrait être qualifié d'agissement. Et je termine là-dessus. Nous sommes préoccupés, j'y reviendrai dans les débats, par le déclassement juridique du harcèlement ou la correctionnalisation accrue de viols, qui sont des crimes devant être jugés devant les assises. Or, là, la façon dont vous introduisez, on y reviendra dans le détail, peut amener à abaisser finalement la classification des viols et du harcèlement sexuel. Je vous remercie.